No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas. Bonjour Karine. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette série de flammes, de femmes inspirantes, qui contribuent d'une manière ou d'une autre aux enjeux de la société. Tu vas nous raconter un petit peu ta vie, mais juste en introduction, en fait, on se connaît grâce à une de nos directrices de création, qui est Christine Franquiel, Voilà. qui est ta belle-sœur, si je ne me trompe C'est pas. ça, nos maris sont son frère. Ah bah voilà, donc ça veut dire que les flammes, c'est aussi une grande famille. C'est rigolo, puis ça montre à quel point on peut rencontrer des gens inspirants, finalement, un peu à tous les coins de rue. On est très content de t'accueillir, car tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours. Et surtout, tu nous donnes la chance de venir alors que tu repars en Angleterre demain. Voilà. Et donc, tu nous accordes un peu de temps pour nous raconter ton parcours qui est très inspirant. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu quelles ont été tes différentes étapes de vie et ta carrière ? Oui, bien sûr. Moi, je suis née, j'ai grandi, j'ai fait la plupart de mes études autour de Paris. J'ai fait des études de commerce international. D'accord. Et puis rapidement après mes études, j'ai eu l'occasion d'aller vivre et travailler dans différents pays. Je suis d'abord partie en Pologne pendant 3 ans. D'accord. Je suis revenue un petit peu en France, puis je suis repartie au Canada, où j'ai vécu pendant 4 ans, puis à New York, où j'ai vécu pendant 4 ans. Et là, ça fait 16 ans qu'on s'est stabilisé à Londres. D'accord. Donc à travers ces différentes expériences, j'ai travaillé essentiellement dans l'emballage, D'accord. dans les métiers de la vente, de la gestion de projet. Au Canada, j'ai aussi travaillé pour une start-up qui fait des boissons énergie. C'était Ah oui ? une boisson énergie entièrement naturelle, oui. C'était plus original à l'époque, c'était le début des années 2000. Donc D'accord. Une chouette expérience. Mais je crois que tu as eu un changement de vie assez radical à un moment. Oui, tout à fait. À Londres, j'ai travaillé pour Marks & Spencer dans leur studio de design. D'accord. Et puis à un moment, l'organisation a changé, le contexte a changé et ça ne me convenait plus. Voilà, c'était devenu très politique et j'avais vraiment plus de plaisir à aller travailler là-bas. Et j'ai décidé d'arrêter pour me recentrer un petit peu plus sur une activité qui était plus en accord avec mes valeurs, avec mes aspirations, avec mes envies en fait. Mm-hmm. Donc j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter et de me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est ma flamme à moi, qu'est-ce qui m'allume. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis dans le domaine du sport et de l'autisme. D'accord. Quand je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'aimais réellement, je me suis souvenu que quand j'étais petite, je me suis demandé quand on est tout petit, qu'on n'a pas de pression sociale, de pression familiale, qui on est vraiment. Je pense que c'est là qu'on peut être vraiment et d'aller rechercher cet enfant-là. Et moi, j'ai toujours aimé le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours beaucoup aimé ça pour le côté physique, mais aussi parce que c'est un espace de partage. Une culture et une philosophie qui t'inspirait et qui te c'est guidait ça. Mais beaucoup. déjà toute petite, j'ai fait du sport. J'ai fait du sport un petit peu en compétition et dans une famille qui n'est pas sportive à l'origine. Donc c'était vraiment moi en fait. C'était moi le moteur. C'était pas mes parents. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai toujours fait du sport et puis il y a 14 ans, j'ai découvert le karaté. Ah, tu as commencé le karaté il y a 14 ans. Et j'ai commencé le karaté il y a 14 ans. Même pas peur. Okay. Mes enfants faisaient du karaté et dans le club, la sensei m'a dit mais viens essayer, il y a des cours de femmes, des cours d'adultes qui pourront te plaire. Donc j'avais fait tout un tas de sports mais jamais d'art martial. Ouais. Donc j'ai commencé, j'ai essayé le karaté et je suis retombée dans le sport. Comme mes premières amours, en fait, j'ai pas arrêté. Ça fait 14 ans que je fais du karaté, que j'ai pas arrêté, même quand j'ai recommencé à travailler. J'y allais le soir, j'allais avec des groupes, avec plein d'enfants, mais j'ai jamais arrêté. Je me considère assez chanceuse, en fait, d'avoir trouvé une activité que je puisse tenir. Qui te passionne. Qui me passionne, qui me fait beaucoup de bien. Mais je crois que cette activité, au-delà du fait qu'elle te passionne et qu'elle te fasse beaucoup de bien, je crois que tu as essayé d'en faire aussi quelque chose qui ait du sens.
Exactement, voilà. L'autre axe que j'ai voulu explorer, outre le sport, c'était l'autisme. Parce que je m'intéresse à l'autisme depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. D'où ça te vient? Alors, d'où ça me vient? Je pense que la flamme, je la situe autour d'une petite fille qui s'appelle Emma. D'accord. Qui avait des problèmes neurologiques, en partie de l'autisme, puis d'autres problèmes. Et il se trouve qu'Emma est venue dormir un soir à la maison. Elle avait une petite dizaine d'années peut-être. Et le lendemain matin, je l'ai retrouvée devant la glace en train de faire sa queue de cheval, essayer de faire sa queue de cheval. Alors, c'est compliqué la coordination. Et elle avait visiblement du mal, donc je lui ai dit: est-ce que tu veux que je t'aide? Emma m'a dit non, pas maintenant. Donc je l'ai laissé faire, elle a continué à essayer de se coiffer, et puis quelques minutes après, elle m'a regardée, elle m'a dit: maintenant tu peux m'aider. Elle avait essayé. Elle avait essayé, et pour moi il est devenu évident qu'il y avait un problème sur des personnes qui sont enfermées dans leur corps, qui ont un potentiel, qui ont une volonté. Mais il y a des freins, ce corps, ces problèmes neurologiques, qu'ils soient moteurs ou pas moteurs, font qu'il y a une différence entre ce potentiel et l'expression de ce potentiel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider ces enfants, ces personnes à sortir, à exploiter leur potentiel au maximum, comme on veut le faire avec n'importe quelle personne, n'importe quel enfant. Mais il se trouve que ce sont des personnes qui ont plus de mal à exploiter leur potentiel. Et alors le karaté, pourquoi le karaté en lien avec cette problématique que tu as envie de résoudre? Parce que je pense que le karaté peut, comme le sport en général, peut apporter des outils qui vont les faire grandir, les faire se développer, les faire s'épanouir, et qui vont pouvoir leur servir dans la vie en général. Le sport permet de gagner de la confiance en soi, ça permet d'apprendre à gagner, d'apprendre à perdre, d'apprendre à grandir, de partager, c'est tout un tas de qualités de confiance en soi, de gagner de la confiance en soi, de l'estime. De respect aussi, du respect, énormément le respect, c'est très important effectivement, le respect pour moi est de très soi important. Et des autres. Et dans le karaté s'y prête particulièrement parce qu'il y a donc cette notion de respect qui est aussi très importante pour moi, où il y a une routine bien établie. Dans le karaté, on peut définir un terrain de jeu en fait. C'est très normé, c'est ça que tu veux dire? C'est très normé, il y a beaucoup de routines. D'accord. Donc il y a une routine, c'est prédictible. Moi, les cours de karaté que je fais avec des enfants à besoins spécifiques, j'ai un tableau avec des dessins, des pictogrammes qui commencent par le karaté. Après, on fait le salut pour expliquer, comme un emploi du temps, ce qui va se passer. Après, on va faire des exercices avec le poing. Après, on va boire un verre d'eau. Après, on va faire des exercices avec le pied. Après, on va faire des exercices en partenariat. Tout ça pour m'adapter à ces enfants pour qu'ils comprennent bien ce qui va se passer, où on en est dans la session. Et à chaque fois qu'on a fini une partie de l'activité, on peut enlever le velcro et puis le poser, passer à autre chose. Et le karaté a cette particularité, donc on peut travailler tout seul, comme on peut travailler en groupe, on peut travailler en équipe. D'accord. Le karaté, on ne se touche pas beaucoup, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai commencé il y a 14 ans, donc j'étais largement adulte, et je fais relativement peu de combats. Voilà, moi, me battre avec des filles tatouées de 19 ans, ça me passionne pas. Ça me passionne pas. Je fais pas le poids. Mais le karaté, on peut ne pas se toucher. Donc on peut faire des exercices tout seul, donc dans le vide, avec une certaine routine, une certaine répétition, qui est aussi quelque chose qui est très important, très rassurant pour les personnes. Oui, et structurant. Donc les structurants, et puis la routine, la répétition fait que ils peuvent se concentrer sur quelque chose. Puis petit à petit, on peut mettre quelqu'un en face avec un pad, par exemple, ce qui fait que la personne va être en interaction avec une personne. Puis ça peut être le professeur, puis ça peut on peut élargir comme ça. On peut prendre une personne et lui dire fais-nous l'entraînement, fais-nous l'échauffement, fais-nous le ça stretching. Responsabilise aussi, c'est ça que tu veux dire? Ça responsabilise, c'est ça. Et on peut les amener à faire des activités qu'ils n'ont jamais fait et sortir de leur zone de confort. C'est quelque chose qui est aussi important pour moi, qui est valable pour tout le monde, à tout âge. Mais sortir de sa zone de confort, Donc si je résume, aujourd'hui tu es coach en karaté.
Oui. pour des enfants autistes. Alors j'ai quelques enfants autistes, j'en ai D'accord. pas voilà, autant que je le souhaiterais, Ouais. mais c'est quelque chose effectivement que j'aimerais développer. D'accord. Et on a un retour qui est assez extraordinaire. En fait. Alors justement, c'est quoi ces retours? Parce que tu me disais la dernière fois que justement ces personnes autistes ont des difficultés à fonctionner dans notre monde et qu'en fait le karaté et le sport en général permettent à ces personnes finalement de s'affranchir de freins et de s'intégrer aussi d'une manière ou d'une autre dans un collectif. Est-ce que c'est ça justement que tu essaies de mettre en forme, mettre en place dans cette initiative que tu as prise? Oui, voilà, c'est ça. Comme je disais, on peut avoir des activités qui sont très individuelles, Ouais. très séparées, et puis on peut amener petit à petit les enfants à travailler ensemble, à faire des exercices un petit peu différents. Donc on peut progresser progressivement, si je puis dire, en fonction de la personne, de s'adapter, en fait, de voir si on a besoin de rester dans sa zone de confort, jusqu'à quand on peut continuer les mêmes exercices ou faire autre chose sans déclencher du stress, de l'angoisse, etc. Voilà, de l'angoisse. Voilà. Et donc s'adapter comme chaque personne est différente aussi, c'est Est-ce qu'il y a un des challenge. formations spécifiques pour faire cela, ou c'est toi ton intuition entre guillemets Alors moi j'ai suivi des formations en fait. Voilà, quand j'ai arrêté de travailler, que j'ai voulu m'orienter vers l'autisme, j'ai suivi des formations online, D'accord. en ligne, et parce que voilà, je voulais me former là-dessus sur l'autisme et le sport, mais j'ai voulu surtout me former sur le terrain en fait, parce que je pense que voilà, il y a rien de mieux que le contact avec les gens. Donc j'ai travaillé dans des écoles pour enfants, des écoles spécialisées. D'accord. J'ai suivi les enfants aussi bien dans leurs activités sportives que dans leurs activités du quotidien, voir quelle était leur routine, puisque la routine est très importante justement. Avec le matin, on arrive, on est triste, on est content, on est en colère, donc avec des petits pictogrammes, toujours quelque chose de très très visuel, Ludique aussi un petit peu. ludique, voilà, pour pouvoir exprimer les sentiments. Les aménagements qui sont faits au niveau des ergothérapeutes, en fait, qui travaillent dans les écoles avec les enfants. D'accord. Je travaille avec un enfant autiste, un adolescent autiste non-verbal depuis quelques années aussi, où voilà, là, le challenge, c'est de rentrer en communication finalement, de rentrer dans son monde. Et pour moi, les personnes avec autisme, c'est un petit peu comme un labyrinthe. C'est-à-dire que si voilà, je te rencontre, je viens de parler, on est française, on a les mêmes codes sociaux. Ça va tout droit. La direction, voilà, ça va tout droit. Ouais. Et quand on a affaire à des personnes avec autisme, on peut aller tout droit et puis se rendre compte que ça ne fonctionne pas. On peut faire ce qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Donc quand on tourne à gauche, on essaye autre chose. Donc pour rentrer en communication, par exemple, on va peut-être pas du coup plus regarder la personne dans les yeux, parler plus lentement, faire des phrases très courtes. Et essayer de voir si là on arrive à attirer son attention et puis quand on atteint une autre limite, on retourne à droite, on change comme ça, et donc voilà. C'est une constante remise en question en fait. Je crois que c'est ça qui me fascine dans l'autisme, c'est que ça nous fait nous remettre en question, parce que le principe voilà, des personnes avec autisme, c'est qu'elles ont du mal à comprendre les codes, nos codes sociaux, la façon dont notre société fonctionne. Donc à l'inverse, nous, on doit s'adapter pour comprendre comment faut aller vers eux, fonctionne en fait. Et alors justement, si on parle un peu du sujet de l'autisme en général, ton parcours a beaucoup été dans des pays anglo-saxons, notamment au Canada, qui semble, d'après ce que tu m'as dit, un petit peu plus en avance que les pays francophones et notamment la France, sur la considération de l'autisme, mais aussi les outils et les organisations qui peuvent être mis en place autour d'eux. Est-ce que justement ça fait partie des messages que tu as envie de faire passer aujourd'hui, que c'est voilà, important de considérer ces personnes avec des besoins spécifiques. Ouais. Ouais. Tout à fait. Effectivement, les pays anglophones
sont plus en avance que nous, que ce soit le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni. Voilà, ça fait plus longtemps qu'ils mettent des choses en place et qu'ils adressent, qu'ils cherchent à faire connaître la problématique de l'autisme. Après, moi, je suis une optimiste et effectivement, la France est en retard, mais je préfère regarder le bon côté de la France, en fait, avec ce qui se fait, ce qui est mis en place. Donc, il y a des choses qui sont mises en place à différents niveaux. Ça peut être dans les entreprises avec des environnements adaptés pour les personnes avec autisme. Ça peut être des emplois adaptés, des environnements donc physiques, lumière amoindrie, un endroit où il n'y a pas de passage, où il n'y a pas trop de bruit. Une sensibilisation pour les collègues, pour que justement les personnes apprennent à repérer la différence, à accepter la différence, à gérer la différence, même si chaque personne est unique. C'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est un challenge de tous les jours, c'est infini de toute façon. Ouais. C'est ça peut être dans le milieu éducatif où il y a de plus en plus, alors encore, je pense qu'on insiste beaucoup dans les médias sur le manque de personnes dans les écoles pour pouvoir assister ces enfants-là. Donc effectivement, il en manque, mais bon, il faut en parler pour justement qu'il y en ait un petit peu plus. Mais il y a du matériel pédagogique aussi qui se développe. Ça peut être dans les supermarchés, par exemple. Les supermarchés, il y a des heures. Dans certains supermarchés, ils font 1 heure par semaine qui sont autiste-friendly, si on peut dire, où la lumière va être tamisée, il n'y aura pas d'annonce, il n'y aura pas de bruit, il y aura plus de personnel pour aider les personnes, accompagner. C'est peut-être plus facile pour les familles d'aller faire les courses à ce moment-là avec un enfant autiste parce qu'ils savent que il y aura d'autres personnes, que ce sera moins gênant puisque justement on fait quelque chose particulièrement pour eux. Les cinémas, il y a des séances de cinéma aussi où le bruit Et le son est tamisé, la lumière est tamisée. Quand on passe pas de pleine lumière au noir tout de suite, ça va être progressif. Moi, à côté de chez moi, alors c'est à Londres, mais il y a un trampoline, un parc de trampoline où il y a 1 heure par semaine où pareil, on coupe la musique. Il y a du personnel un petit peu plus attentif. Donc il y a plein de choses qui sont faites comme ça. J'ai regardé un reportage l'autre jour où il y avait alors c'était l'aéroport de Beyrouth, mais ça existe dans quelques aéroports où il y a des salles sensorielles. Parce qu'en fait, les personnes avec autisme, donc comme on l'a dit, ont des problèmes sociaux, des problèmes de relations sociales, d'interaction sociale. Ils ont aussi beaucoup de problèmes sensoriels, en fait. Donc tous les 5 sens sont exacerbés. Être exacerbés. Voilà. C'est-à-dire qu'une lumière qui nous paraît normale pour nous va être très très forte pour eux. Un bruit, un stylo qui tombe, une tasse qui claque, ça va être très très amplifié. Alors c'est pas tous les sens, c'est l'un, l'autre, 2, 3. Parfois tous. Ça dépend. Voilà, tous. Donc voilà. Et donc dans ces aéroports-là, il y a des salles sensorielles où les familles peuvent aller pour attendre dans des conditions plus favorables. On peut montrer à l'enfant ce qui va se passer, comment on va monter dans un avion. On va s'asseoir, on va devoir rester assis. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, tout acte du quotidien est beaucoup plus complexe pour les personnes autistes. Et juste pour continuer un peu sur l'autisme et ta vision et surtout nous expliquer un petit peu mieux aussi, il y a différentes typologies d'autisme. En fait, il y a des autismes effectivement qui sont gravement atteints, que l'on voit, en tout cas qu'on peut percevoir du premier regard, on peut se rendre compte qu'il y a un problème, mais il y a aussi beaucoup d'autistes qu'on ne perçoit pas du tout. Oui, tout à fait. L'autisme, c'est un spectre, donc il y a des personnes qui peuvent être très très légèrement atteintes, comme des personnes qui vont être beaucoup plus lourdement handicapées, en fait. Tu me parlais de 1% Oui, même pas un peu, moins d'1%, mais après, ce sont des personnes, les statistiques sont des personnes diagnostiquées. Là aussi, on espère qu'il va y avoir beaucoup de progrès faits sur le diagnostic, la reconnaissance, la sensibilisation pour avoir plus de diagnostics, parce que beaucoup d'enfants ne sont pas diagnostiqués aujourd'hui. Et la vie quotidienne pour eux est et la vie quotidienne pour eux est compliquée parce qu'ils sentent bien qu'ils sont décalés. Ce sont des enfants qui évoluent mal dans le monde que l'on a, nous, notre société, la façon de fonctionner. On ne veut pas normer, on veut tous être, dire on n'est pas tous pareils, on est différents, sauf qu'il y a quand même une sorte de norme. Et ces enfants-là ne rentrent pas dedans, ont du mal à s'intégrer, ont du mal
à interagir avec les autres. Ils sentent qu'ils sont pas à leur place, donc ce qui peut déclencher des colères, des crises chez eux. De ce que j'entends là, de ce que tu nous racontes, Karine, c'est qu'en fait, il y a un vrai manque de connaissances de cette maladie, et donc c'est important qu'on en parle aussi davantage pour mieux la comprendre, et surtout peut-être adapter certains environnements ou même certaines postures que nous avons, puisqu'en fait il y a beaucoup d'autistes qu'on ne voit pas et qui vivent le quotidien de manière un peu douloureuse. Voilà, et donc c'est un spectre. Certaines personnes c'est évident, d'autres personnes c'est beaucoup moins évident. Et c'est ce qu'on appelle aussi la différence invisible. Il y a un très très beau livre d'ailleurs qui a été fait par Julie Dachez, qui est une BD. Que je conseille à toute personne qui veut comprendre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a 26 ans, qui travaille, qui est en couple, je crois. Donc elle est comme tout le monde. Hein. Elle travaille, elle a son appartement. Sauf que effectivement, elle est sur le spectre. Et là, la BD exprime très bien ces challenges en fait au quotidien, ces défis au quotidien. Ça peut être effectivement les bruits dans les transports en commun, ça peut être la tasse de café du collègue, l'odeur du café, ça peut être le voisin qui voudrait prendre des cours d'espagnol parce qu'elle parle espagnol, mais il a d'autres intentions, mais elle ne les voit pas, puisque ce sont des gens qui n'ont pas de second degré, en fait, qui sont très directs. Donc c'est toute cette bande dessinée, est parfaite. Il faut l'acheter parce que effectivement, c'est important de bien comprendre. Ça s'appelle La différence invisible, et c'est très bien expliqué, c'est très visuel en même temps. Et même pour un potentiellement un petit enfant, donc on décèlerait comme étant autiste, c'est aussi une bonne façon de lui expliquer sa différence et en quoi elle est importante, mais elle n'est pas handicapante. Tout à fait. C'est un très bon point. Je pense que les personnes avec autisme sont des personnes différentes. Voilà, comme on dit tout à l'heure, c'est différent de nous, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est différent et malheureusement pour eux, comme la société est normée, c'est compliqué pour eux de s'y adapter. Donc il faut, il faut qu'ils fassent des efforts pour s'intégrer. Et je pense qu'il est important qu'il y ait un diagnostic qui soit posé, parce que les personnes se sentent différentes mais ne comprennent pas. Donc ça peut entraîner des sentiments de culpabilité, d'infériorité, de culpabilité, d'énormes frustrations. En fait, pourquoi on ne rentre pas dans les cases, pourquoi on ne rentre pas dans le moule. Et là, l'importance du diagnostic, effectivement, de comprendre qu'on est différent. Alors certaines personnes ne veulent pas qu'on mette d'étiquettes sur elles-mêmes ou sur leurs enfants. Moi, je pense que c'est important de comprendre, de se rendre compte qu'on est différent. Une fois que c'est dit, on n'est pas moins bien, on est juste différent. Et donc, on va devoir s'adapter. Et donc, le fait de comprendre, va expliquer aux gens que quand tu parles comme ça, c'est pas acceptable, ou ça va choquer la personne en face de toi. Donc, la personne aura telle réaction qui va pas te plaire, ou elle va se détourner de toi. Donc, il faut apprendre les codes des choses qu'on peut apprendre de façon innée. Il faut leur expliquer. Il faut que ce soit très explicite. On ne peut pas parler avec des images, le non-dit, le second degré, tout à fait, le langage corporel. Voilà, c'est des choses qui sont compliquées à appréhender pour eux. Donc il faut le savoir et travailler là-dessus. Si on revient un tout petit peu au rapport entre le sport et l'autisme, pour toi c'est extrêmement important que justement les autistes puissent avoir accès aussi au sport et plus spécifiquement au karaté, parce que justement ça leur permet de mieux s'adapter. C'est ça aussi que tu essaies de leur apprendre? Oui, ça leur permet d'essayer des choses différentes. De sortir de leur zone de confort, donc peut-être d'en avoir peur, mais s'il y a une équipe bienveillante, on connaît un petit peu les challenges, on sait comment les adresser pour pouvoir donc les amener à faire des choses un petit peu différentes, les amener à avoir peur de faire quelque chose, ne pas y arriver, et puis progressivement d'y arriver. Le karaté aussi, il y a le système de ceinture, donc il y a la progression. On voit la progression peut être, elle est visible, elle est tangible. La reconnaissance est tangible. Et pour moi, l'important, c'est qu'ils reproduisent ça dans la vie de tous les jours, en fait. Oui. C'est pas tellement pour les techniques de karaté que je fais ça, mais c'est pour leur apprendre à prendre confiance en eux, à prendre confiance en eux dans ce qu'ils font, à prendre confiance en eux dans un espace public, en fait, avec d'autres personnes, d'apprendre à interagir avec les autres personnes, de voir que oui, ça fait un petit peu peur au début, mais on y arrive finalement, parce que, encore une fois,
ces personnes, voilà, l'idée c'est de leur donner l'autonomie et qu'ils aient la meilleure vie possible et qu'ils aient les meilleurs outils, qu'ils soient le mieux outillés pour évoluer dans la vie, en fait, qu'ils trouvent leur place. En fait, je crois que trouver sa place, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et alors, on parle beaucoup du karaté, je fais aussi du rugby, en fait. D'accord. Ouais. Du rugby inclusif, où tous les dimanches matins, je suis sur le pitch de rugby du club de mon fils, en fait, où il y a un groupe inclusif pour les enfants qui ne peuvent pas suivre leur catégorie d'âge. Donc, c'est en gros de 5 à 14 ans, garçons et filles. Les enfants qui peuvent avoir divers problèmes, qui peuvent être des problèmes liés à l'autisme, liés à la trisomie, des problèmes psychomoteurs. Donc, voilà, tous des enfants différents, mais tellement riches et tellement... et voilà, et l'idée, c'est qu'on soit tous ensemble, qu'ils soient inclus aussi. Donc par rapport au karaté, là, il y a peut-être un petit peu plus de monde, et il y a cette inclusion qui est important, je pense, pour l'enfant. Donc déjà l'aspect physique, hein, le bienfait du sport, mais le fait d'être inclus dans un groupe, quand on fait un match, il y a des bleus, il y a des rouges. Mon enfant, il est dans les rouges. Tout ça pour aborder aussi les problématiques souvent de l'isolement, en fait, de ces enfants et de ces familles. Quand on a un enfant différent, tout est plus compliqué. Tout est plus compliqué pour aller prendre les transports, aller au supermarché, mais aussi chez les amis parfois. C'est des enfants qui sont différents, qui sont isolés. Donc même s'ils ont la chance déjà d'aller à l'école, ils n'ont pas forcément des amis, ils ne sont pas invités à aller jouer au foot en bas de l'immeuble, ils ne sont pas invités à aller à l'anniversaire, aller à la piscine. Donc c'est des enfants qui se retrouvent souvent isolés. C'est compliqué, c'est une problématique compliquée pour les enfants et pour les parents. Et pour les familles, bien sûr. Oui. Justement, c'est intéressant parce qu'on arrive vers la fin de ton interview. Moi, j'ai entendu beaucoup, évidemment, de notions d'inclusivité et surtout beaucoup de bonheur à faire ce que tu fais. Je trouve ça super inspirant. En fait, ça montre à quel point tout ça, au-delà d'avoir envie de contribuer positivement à justement mettre en avant les problématiques de l'autisme, toi agir pour le faire, on sent que ça t'apporte énormément. Est-ce que justement, si tu as peut-être un petit mot de conclusion que tu as envie de communiquer aux gens qui nous écoutent, on te voit sourire. Non, mais c'est important tout le temps, parce que je me dis régulièrement que c'est quelque chose que j'aime faire, le fait de m'occuper des autres, de faire du bien à des personnes qui ont des besoins spécifiques, mais je le fais pas parce que je suis une bonne samaritaine ou pour améliorer mon karma, en fait. Je le fais parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit moi aussi. Et ça, je trouve ça chouette d'avoir cet équilibre, parce que pour que ce soit pérenne, je pense qu'il faut que ça vienne du cœur aussi, il faut que moi j'y trouve mon compte aussi. Bien sûr. Donc en fait, quand on peut le faire, quand on a la chance de pouvoir un moment s'arrêter, se dire qu'est-ce qui m'allume, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà, quelle est ma flamme à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est chouette de pouvoir le faire, et quand on peut faire une activité qui soit en lien avec sa passion, avec ses compétences, qu'on peut transformer en activité alors professionnelle ou non professionnelle, hein, après c'est chouette de trouver sa place, c'est chouette de pouvoir faire ça. Puis quand on rayonne pour tout le monde, on fait du bien de toute façon à tout le monde. Je pense que quand c'est comme ça, et c'est un petit peu le principe de l'ikigai, hein. Je sais pas si tu connais, là, dans le développement personnel, dans la recherche d'emploi, c'est de combiner sa passion, ce pourquoi on est bon, ce qui sert à la société, et puis comment le transformer en activité professionnelle ou non professionnelle, quoi. Donc faut s'écouter et pas oublier l'enfant. Voilà, comme je disais tout à l'heure, l'enfant qu'on était quand on était tout petit, sans pression sociale, sans pression. Qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de faire ? Qu'est-ce qui nous allumait ? Qu'est-ce qu'on avait envie de faire ? Et ça, c'est au-delà de ce qu'on avait envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour ceux qui sont autour de nous ? Il y a quand même cette idée de réciprocité qui est quand même super intéressante dans tout ce que tu racontes, et d'inclusion. Alors on parle beaucoup d'inclusion. Je pense que parfois on parle un petit peu moins d'inclusion, notamment de ces populations qui ont des problématiques comme l'autisme, etc. En tout cas en France, et que ça fait aussi partie du débat public d'une certaine manière. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Ce n'était que sourire et effectivement rayonnement, et ça donne vraiment envie de s'engager à tes côtés. Merci beaucoup de ton temps, et je pense que ça a inspiré beaucoup de gens autour de nous. Mais j'espère. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Charlotte.